Section des débats du jour sur le thème légitimité démocratique et décision. On va maintenant entendre deux conférences. Tout d'abord, le propos de Madame Marie-Angèle Hermite, qui est juriste, qui était directeur de recherche au CNRS et qui est aujourd'hui directeur d'études à l'EHESS, l'École des études en sciences sociales. Puis nous entendrons Nathalie Blanc, qui est effectivement également directrice de recherche au CNRS et qui dirige le LAIS. Marie-Angèle, vous avez 20-25 minutes maximum. Oui. Merci. Sachant que je ne suis plus rien, parce que je suis retraitée, ce qui me donne une liberté extraordinaire. Voilà, donc on a beaucoup parlé sur un plan théorique ce matin de la légitimité des décisions, des processus de décision, etc. Moi là, je vais vous présenter un moyen parmi d'autres. Hein. Je ne suis pas de ceux qui disent que tout doit passer par des conférences de citoyens. Dans certains cas, les conférences de citoyens, lorsqu'elles sont bien menées, sont un outil extrêmement intéressant pour trouver ou proposer des solutions. Et le caractère intéressant me semble venir essentiellement d'une procédure très rigoureuse, c'est-à-dire que, j'ai déjà entendu que j'étais devenue une ayatollah de la procédure des conférences de citoyens, ce que j'assume parfaitement, parce que je crois que tout défaut de procédure entraîne des biais. Alors il faut savoir, les biais, il y en a toujours. Il faut savoir quel biais on accepte et quel biais on n'accepte pas. C'est un petit peu ce que je vais essayer de vous décrire par l'intermédiaire de la dernière conférence de citoyens à laquelle j'ai participé, qui portait sur CIGEO. Je vais vous décrire en deux mots ce que c'est que le projet CIGEO, sachant que j'ai participé à 4 conférences de citoyens assez espacées dans le temps. 98 sur les OGM, j'étais dans le comité de pilotage, mais totalement innocente en la matière, et d'ailleurs assez, je ne pensais pas que ça pouvait marcher, et c'est là que j'ai été convaincue. Ensuite, une conférence sur le changement climatique. J'étais aussi dans le comité de pilotage, mais pas aux commandes. Une 3e conférence de citoyens sur les antennes relais dans la ville de Paris. Et là, après la démission du président, j'ai pris la présidence et c'est là que j'ai commencé à voir les défauts de procédure auxquels on se heurtait. Et la 4e conférence de citoyens, donc au CIGEO, j'ai pu faire presque tout ce que je voulais. Pas tout, je vais vous expliquer. Donc, comment ça s'est passé? Alors, en 2 mots, le projet CIGEO, c'est un projet d'un grand trou d'environ 15 km² de superficie à 500 mètres de profondeur dans une couche d'argile dans laquelle on mettrait tous les déchets nucléaires, haute activité et moyenne activité à vie longue, ce qui veut dire pour les plus longs d'entre eux, 29 millions d'années. Et ça, c'est ce qui permettrait de résoudre, entre guillemets, le problème des déchets depuis l'origine du moment où on les produit jusqu'à, et y compris Flamanville, et rien d'autre. C'est-à-dire c'est la production actuelle de déchets telle qu'elle existe en France, où théoriquement on n'en importe plus et on n'en exporte pas. Donc les colis sont emballés, descendus, placés dans des tubes et des structures à la fois métalliques, béton, etc. C'est une opération qui doit durer 100 ans. Donc pendant 100 ans, on va ramener des différents types de production les déchets, on va les descendre et à la fin, ou progressivement, c'est pas encore décidé, on ferme. Et on obtient ce que les géologues pensent être une sécurité passive, c'est-à-dire l'argile, une fois que c'est bouché, l'argile est hermétique
Et donc, lorsque les colis vont se défaire au fil du temps, la radioactivité restante sera piégée par l'archive. Voilà le projet CIGEO qui a évidemment déclenché des oppositions locales et nationales très fortes. Alors, ces déchets, je passe parce que sinon ça prendrait trop de temps. Il y a eu toute une série de dispositifs législatifs à partir de 1991, donc on avait déjà pas mal d'années de déchets derrière nous sans dispositif législatif, qui disait que voilà, il faut essayer ce qu'il y a de mieux, séparation et transmutation, entreposage de longue durée en subsurface, pas très profond, et stockage profond, dit stockage géologique. 3 solutions à regarder. Débat en 2005-2006 qui montre, donc débat public CNDP classique avec des grandes réunions, qui montre finalement que le public veut continuer à regarder les 3 voies, mais qu'il a une préférence pour cet entreposage de longue durée en surface moyenne, mais qui permet de reprendre, c'est une solution sur 300 ans à peu près. Et après, on voit ce qu'on fait. Et là, la loi de 2006, tout de suite après, conclut au contraire que le stockage profond en couche géologique est la solution de référence, donc rupture forte entre société civile et décideurs. Et là se noue le conflit fort, le conflit violent à propos de CIGEO. C'est un, peut-on dire, un manque de considération du Parlement qui avait sa solution, qui était une solution technique, manque de considération pour ce qu'a dit le débat public. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération quand on a des procédures de débat public et que finalement on débouche sur quelque chose qui est complètement différent. Au lieu de rapprocher le politique de la société civile, on l'écarte. Et ça, c'est vrai pour toutes les procédures de débat public. Le débat public, donc, finalement, on commence à construire ce qu'on appelle le laboratoire à froid, c'est-à-dire à l'endroit du futur laboratoire, enfin, très près. On descend effectivement à 500 mètres de profondeur, je suis allée, c'est très impressionnant, c'est une réalisation industrielle magnifique dans laquelle on fait toute une série d'expérimentations à froid. On ne descend pas de déchets nucléaires pour tester. Et l'idée, c'était de revenir, une fois que le laboratoire était terminé, c'est à peu près le cas, de revenir vers le débat public pour commencer la phase de demande d'autorisation de construction du vrai site de 15 km². Alors, ce débat public de 2013-2014, on voit bien ce qui s'est passé, il ne peut pas se tenir. Dès la première réunion, 15 réunions étaient prévues, dès la première réunion, tapage dans la salle et impossibilité de parler pour les intervenants. Donc, le système débat public de la CNDP est rendu impossible. Alors, première réunion, deuxième réunion, troisième réunion, impossible. Donc, le débat est déporté sur Internet, où des choses relativement intéressantes se passent, mais enfin, c'est un débat Internet, ça n'est plus le débat public tel qu'il avait été imaginé. Et pour se sortir de là, c'est-à-dire essayer d'avoir plus d'outils que le seul débat Internet, la CNDP dit « je vais faire une conférence de citoyens ». Alors l'avantage d'avoir été sélectionnée en quelque sorte comme présidente du comité de pilotage dans l'urgence et dans un processus qui ne se passait pas bien, c'est que j'ai eu quasiment carte blanche, j'ai dit moi c'est ça ou pas du tout, et on m'a dit ok c'est ça, sauf sur quelques points sur lesquels j'ai vraiment pas pu obtenir, et entre autres le délai, et c'était un délai trop court, donc ça m'a obligé à beaucoup travailler, et on a manqué de temps. Alors, quelle est la légitimité d'une conférence de citoyens qui prend 15, 16 personnes, 17 personnes, donc c'est rien.
par rapport à une décision d'une telle importance. Alors, je crois qu'il faut oublier les critères de légitimité classiques. Qu'est-ce que vous avez comme critère de légitimité? Vous avez le vote, c'est le grand critère de légitimité des démocraties modernes. C'est une légitimité, on s'est habitué à la considérer comme évidente, c'est tout sauf évident. Pendant des millénaires, on n'a pas considéré que le vote était forcément quelque chose de légitime. Donc, c'est une légitimité d'un certain type. Quelle autre légitimité? La représentativité de type sondage, par exemple. Bon, on sait qu'il faut 1000 et quelques personnes en France pour représenter de manière socio-éducative, socio-économique, etc., l'ensemble des gens. C'est un type de légitimité auquel on s'est habitué, mais là encore, c'est quelque chose qui peut parfaitement être contredit, ou du moins, on a une première carte qui est le vote, on a une deuxième carte qui est la représentativité des sondages. Troisième source de légitimité, les associations. Donc là, ce sont des gens qui se réunissent autour d'un objectif, qui est l'objet social de l'association, et qui s'auto-légitiment en quelque sorte autour de leur objet social, et qui sont reconnus soit par la pertinence de leur expertise, soit par le nombre de membres de l'association, etc. Vous avez les syndicats, qui soient patronaux de salariés, de ceci, de cela. Donc, vous avez comme ça un certain nombre de légitimités qui sont des légitimités anciennes et reconnues. Donc, ce qu'on dit généralement contre les conférences de citoyens, c'est, les gars, vous tirez au sort 17 personnes, comme ça, n'importe comment. Quelle est la légitimité de 17 personnes? Alors, la légitimité de 17 personnes, elle est inexistante en tant que telle, évidemment. Donc, d'où vient leur légitimité? Alors, premièrement, de ce qui me semble devoir être l'objectif d'une conférence de citoyens. Pour moi, une conférence de citoyens, c'est pas une enceinte de plus pour les experts, les politiques, les syndicats, les associations, etc. C'est justement l'idée d'avoir entre les mains du processus les gens qui ne sont dans aucun de ces mécanismes de représentation-là. Or, c'est la majorité. La majorité, elle n'est pas ni dans les partis politiques, ni dans les associations, ni dans les syndicats, etc. La majorité des gens, c'est-à-dire ceux qui vivent sur le terrain, ils sont nulle part. Donc, l'idée, c'est d'avoir une parole de ces gens qui sont nulle part. Donc, quand on les tire au sort, on les a au téléphone pour la première fois, on commence par vérifier qu'ils ne font pas partie d'un parti politique, ils ne font pas partie d'un syndicat lié en tout cas au sujet, qui ne font pas partie de l'industrie du nucléaire. J'ai eu par exemple, Ipsos m'a sorti un général à la retraite, bon, pourquoi pas, j'étais déjà un peu comme ça, puis quand j'ai fait ma recherche sur Internet, polytechnicien, je me suis dit, ça fait quand même un gros différentiel socio-éducatif avec les autres, il va prendre le pouvoir tout de suite. Et deuxièmement, il a été commandant en chef des forces de l'OTAN. J'ai dit non, quand même. Rigolons pas. Donc il a fallu écarter le général à la retraite, comme on aurait écarté quelqu'un de Greenpeace. Greenpeace a ses positions sur CIGEO. On ne va pas avoir un représentant de Greenpeace à l'intérieur de ceux qu'on cherche, qui sont des naïfs, des gens qui se sont jamais intéressés à la question. Donc, leur légitimité, c'est de ne pas en avoir. D'accord? Et ensuite, quelle légitimité? Alors, c'est là où j'en reviens à la procédure, c'est la qualité de la procédure, c'est pour ça que je suis un ayatollah de la procédure, et c'est finalement la légitimité donnée a posteriori par la qualité de la recommandation. Soit la recommandation des citoyens est intéressante, et ça légitime a posteriori
leur travail et la façon dont ils ont travaillé, soit finalement c'est du grand n'importe quoi, ou c'est la position pile poil de Greenpeace ou de l'industrie du nucléaire, et dans ce cas-là, on s'est planté, c'est tout. Bien, donc, étant parti de là, quelles sont les règles de base auxquelles moi j'ai fini par construire? Alors d'abord, le comité de pilotage, il a pour charge essentielle de concevoir la formation pendant 2 week-ends ou 3, ça dépend du sujet, et c'est là où nous avions besoin de 3 week-ends de formation, et le délai imposé par les textes juridiques ont fait qu'on pouvait en avoir que 2. Donc, cette formation, on lui fait une critique très souvent, qui est que ça cadre le futur avis des citoyens. Alors, ça cadre selon la manière dont on choisit les formateurs. Donc, pour essayer d'encadrer sans cadrer, voilà comment je procède désormais. À partir de mon comité de pilotage qui est strictement contradictoire, donc là j'avais 2 personnes favorables au projet et impliquées d'ailleurs dans le projet, de l'IRSN et un scientifique qui est vraiment le spécialiste de la vitrification, de la biochimie des déchets nucléaires, des dérambages, et j'avais 2 scientifiques qui sont connus et réputés depuis très longtemps pour leur position antinucléaire. Mais 2 scientifiques, pas... Alors, ils étaient tous dans des associations, mais ce ne sont pas des associatifs purs et durs. Et l'idée, c'est d'ouvrir au maximum la question. C'est-à-dire, normalement, j'aurais dû leur dire « Qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture du futur trou CIGEO ?» Et non, je leur ai dit, on va parler des déchets nucléaires et de la façon dont les enfouir. Mais de manière à ouvrir, pour pouvoir leur laisser l'opportunité de revenir sur ce qui avait été fermé par le législateur en 2006. Et ça, c'était essentiel et ça avait été fait partie de ce que j'ai dit, si vous ne me laissez pas faire ça, je ne le fais pas. Donc, sélection de mon panel de citoyens naïfs. Je refuse de les rémunérer parce que ça introduit des biais. Tous les prestataires de services qui organisent des conférences de citoyens comme l'IFOP rémunèrent les citoyens. Pour moi, c'est catastrophique parce que ça attire des gens dont le sujet n'est pas la préoccupation principale. En revanche, je leur fais un super hôtel et je soigne les repas et ils ont du bon vin le soir et c'est sympa et on arrive le vendredi soir et pas le samedi matin. Si on rate le dîner du vendredi soir, le groupe se fait pas. Donc, si vous voulez, ça ce sont des tout petits trucs. Quand vous avez des entreprises, très souvent, elles ratent parce qu'une nuit de plus, un dîner de plus, etc. Non. Il faut... Si on en fait une, on la fait bien. Formation, alors là, strictement contradictoire sur 2 week-ends. C'est-à-dire que j'ai choisi cette fois-ci, et ça a donné de très bons résultats, non pas qui est le cours qui parle d'abord et le cours après, ou une personne réputée objective, j'ai fini par le considérer que je n'existe pas. Donc, un cours, un compte, mais ils parlent ensemble. Ils ne parlent pas l'un après l'autre. Parce que s'ils parlent l'un après l'autre, d'abord le second est le premier, d'une part, et d'autre part, ils sont tentés de manipuler leurs propos, les deux. Tandis que quand ils sont en face l'un de l'autre, et qu'ils vont travailler ensemble avant, ils vont être beaucoup plus mesurés dans leurs propos, et le propos de l'un doit être plus ou moins acceptable par le propos de l'autre. Donc il faut des gens de même niveau scientifique, et il faut des gens qui aient travaillé ensemble et qui se regardent dans les yeux quand ils parlent ensemble. Et ça a donné vraiment, je trouve, des résultats extraordinaires.
les animateurs, le groupe de citoyens, il a besoin d'être coaché. Il est essentiel que les animateurs n'aient pas de lien économique avec le commanditaire. Dans la plupart des cas, les animateurs font partie d'une entreprise qui signe avec le commanditaire. C'est à exclure absolument. Tout doit être intégralement filmé, tout doit être public. Alors, je ne l'ai pas fait au début, maintenant je le fais. Les membres du comité de pilotage, et particulièrement le président, assistent à tout pour pouvoir. Et en fait, ça permet qu'il n'y ait pas de dépassement de temps de parole, qu'il n'y ait pas tout d'un coup un formateur qui revient alors qu'il a terminé et que normalement il n'aura pas dû revenir. Ça permet que les repas soient pris strictement sans que les formateurs, ni d'ailleurs les membres du comité de pilotage, on déjeune à des tables séparées, on dîne à des tables séparées et on ne parle pas avec le panel de citoyens. Ça, c'est rigoureusement interdit. Troisième week-end, là, les citoyens ont pris le pouvoir et c'est eux qui décident du contenu du débat. Ils vont reprendre certains intervenants, ils vont demander à en voir d'autres. Là, généralement, ils demandent à voir les associatifs, ce qui est le cas pour CIGEO. Ils organisent ça comme ils l'entendent et c'est eux qui animent le débat. Et après, ils font leurs recommandations. Ils s'y sont mis le dimanche matin à 9h et ils ont arrêté le lundi matin à 4h. Et ils ont lu leurs recommandations à 10h du matin. Donc, vous voyez l'investissement dont sont capables des gens qui ne sont pas payés, mais qui se sont passionnés pour le sujet. Bon, si vous voulez, je pense que j'ai terminé mon temps de parole. Donc, si vous